Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère, et comme tous les jours, on se retrouve avec le Fear and Greed Index qui est aujourd'hui à 22 ici dans la peur et le market order flow en recherche de vente. Je vous souhaite à tous une excellente vidéo. C'était Zap Crypto. Voilà, lors de la conférence, comment sera Benjamin. Il sera comme ça, en train de nous présenter le feu. La révolution, elle ronde. Alors quelques petits trucs qu'on peut noter quand même dans le trailer de l'annonce. Ça va très vite, faut faire des pauses. Mais il y aura des régulateurs, donc des institutions, des représentants d'institutions, des autorités politiques, pour nous annoncer des trucs de ouf. Je sais pas. Ça va vraiment très vite, hein. Mais il y aura aussi des officiels de gouvernement. De quel gouvernement ? Un nouveau paradigme, de nouveaux produits, une nouvelle économie. Plus de 1500 invités attendus, plus de 30 speakers, donc plus de 30 intervenants. Donc pour l'instant, on n'a pas encore énormément de détails, on n'a pas les noms de tous les partenaires, de tous les intervenants, des membres de gouvernement, donc on sait pas trop encore. Il faudra attendre le 28 septembre pour avoir un programme plus complet de la conférence, et ce sera toujours disponible sur xday.com. C'est aussi à partir de ce jour, le 28 septembre, qu'il sera possible d'acheter des tickets, pour ceux qui auront les moyens. Cardano, c'est très très important, personne n'en parle, c'est assez incroyable, alors qu'aujourd'hui il y a Vasile de Cardano, pour moi c'est une information majeure dans le monde des cryptos, et surtout c'est la dernière grosse mise à jour, ça veut dire qu'ils auront tout fait, les smart contracts l'année dernière, apporter de la scalabilité, faire réduire les frais, ça va être Vasile, et ensuite, pour moi c'est la dernière mise à jour, pour moi le projet il est fini, il restera juste un aspect quand même important qui est la gouvernance, c'est peut-être une DAO, comment on s'organise, la prise de décision, pour que le projet soit viable sur du long terme, il faut une bonne gouvernance, et c'est bien, ils finissent par ça. Ils ont fait tous les chantiers techniques, maintenant ils vont faire un peu, finalement, l'organisation décentralisée pour Cardano. Le navigateur Opera intègre les services de blockchain Elrond pour renforcer l'adoption du Web3. Bon, c'est une bonne nouvelle, hein. Évidemment que ça avance, hein. Et bien, c'est bien pour Elrond, hein. Grosse blockchain Elrond, hein. Donc voilà, Opera va travailler avec. Pendant ce temps, on a la justice américaine qui continue d'intervenir pour réguler le secteur des cryptos. En effet, une nouvelle proposition de loi propose d'interdire durant les 2 prochaines années les stablecoins dont la valeur est garantie uniquement par un actif du même écosystème. Ce qui veut dire en gros qu'ils souhaitent interdire les stablecoins du même type que l'UST de Terra, dont la valeur était uniquement garantie par le Luna. Mais par contre, si un stablecoin garantit sa valeur avec un jeton de son écosystème, avec en plus un autre token en dehors de son écosystème, a priori, dans ce cas-là, il ne rentrerait pas dans le cadre de cette interdiction. Bref, alors que l'adoption des cryptos par les institutionnels américains s'accélère, la justice veut éviter qu'un deuxième scandale du type Terra se reproduise. On va parler maintenant de l'Union européenne avec le projet MiCA. Donc on a eu du nouveau, comme je vous l'ai dit. En fait, le document est quasi finalisé. C'est une version qui a fuité, mais tout le monde est d'accord pour dire qu'il n'y a pas grand-chose qui devrait changer vis-à-vis de ce projet maintenant. Et l'une des plus importantes restrictions qu'il y avait, d'ailleurs CZ de Binance en a parlé à la Binance Blockchain Week la semaine dernière, il disait le seul point qui est vraiment pas bien au niveau de MiCA actuellement, c'est au niveau des stablecoins et surtout des stablecoins qui ne sont pas en euros. Donc en fait, il y avait des restrictions précédemment. Regardez, je vous ai remis cet article qui date d'août, où on parlait des limitations en place sur les stablecoins qui ne sont pas en euros. Et en fait, ils voulaient interdire limite les stablecoins de type USDT, USDC qui sont en dollars et qui ont un gros volume. Oui, ils ont dit c'est bon, on arrête tout ça, ils ne vont pas mettre en place ça, donc c'est pas la fin des stablecoins en Europe, on va continuer, vous allez pouvoir continuer à trader si vous êtes en Europe, sur vos exchanges favoris, l'USDC, etc. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est vraiment le dernier point. Et ce que disait CZ aussi à la conférence, c'est que pour lui le projet MiCA, le projet de loi MiCA va servir vraiment d'exemple pour les diverses régulations aux États-Unis et même ailleurs. Donc je pense que plein de pays vont s'inspirer grandement de MiCA et on va dire c'est plutôt une bonne chose là, cette interdiction ne soit pas mise en place sur les stablecoins et après ça va apporter plus de cadre un peu aux crypto-monnaies, mais c'est un projet qui est déjà en retard par rapport à la finance décentralisée, par rapport à plein d'autres choses, d'autres innovations qui ont lieu dans les cryptos et du coup il va forcément y avoir une suite et qui là va être potentiellement plus contraignante. La menace de la plus grave crise immobilière. Donc déjà, on va regarder le constat aujourd'hui et on ira voir les causes de cette crise immobilière en Chine en particulier.
Donc tout a commencé avec Evergrande, qui est un énorme promoteur immobilier en Chine, et ils sont quasiment en dépôt de bilan. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que le marché est en train de se retourner, on a même des destructions d'immeubles en ce moment, on a des immeubles qui sont détruits parce qu'ils trouvent pas preneur, et l'idée c'est que ce qu'il faut comprendre avec le marché immobilier chinois, c'est ce chiffre-là, c'est que l'immobilier chinois, ça représente 50 à 60 000 milliards de dollars. Donc c'est plus que l'ensemble de toutes les sociétés américaines. Donc juste l'immobilier chinois, imaginez le poids que ça a si ça s'effondre, ça peut être vraiment violent. Deuxième information très intéressante qu'on apprend dans cet article, c'est que l'immobilier chinois représente entre 18 et 35% du PIB chinois. Donc si l'immobilier s'effondre, ça peut être catastrophique vu les montants en jeu, vu le poids que ça a dans l'immobilier chinois, ça peut être vraiment très violent. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir aussi, parce que le marché immobilier chinois est un marché très très particulier, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que l'immobilier chinois, jusqu'aux années 2000, était contrôlé par l'État chinois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la propriété personnelle n'existait pas, le concept même de propriété individuelle n'existait pas en Chine. L'immobilier chinois appartenait à l'État, tout simplement. Imaginez un marché aujourd'hui qui vaut 60 000 milliards de dollars. Ils l'ont libéralisé début 2000, ça a été un truc énorme. L'immobilier chinois a été complètement libéralisé du jour au lendemain à 100%, et donc c'est devenu le plus grand marché immobilier au monde. Pendant 20 ans, bien évidemment, ça a été un développement fulgurant, il y a des milliards de personnes à loger là-bas, aussi bien en volume qu'en prix. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un appartement à Shanghai, aujourd'hui, ça vaut plus cher qu'à Paris, dans certains quartiers de Shanghai. Donc, énorme évolution, et bien évidemment, les promoteurs immobiliers se sont gavés pendant 20 ans, bien évidemment. Ben, techniquement, c'est toujours pas très beau, hein. On reste dans cette même tendance, et vous voyez sur le graphique, on n'est plus très loin d'aller chercher les 3600 points, les 3600 sur le S&P 500 qui correspondent donc au bas du mois de juin. Donc la grande question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est de savoir si on va aller non seulement au bas du mois de juin, mais est-ce qu'on va aller beaucoup plus bas que les bas du mois de juin? Ça, c'est la grande question du moment. Et quand on écoute le discours de la Fed, c'est pas très optimiste, c'est clair, on voit très bien qu'il va pas régler le problème tout de suite, et puis que vraiment la question d'une éventuelle récession, ça lui sort complètement de la tête parce que c'est pas le sujet. Donc voilà, bilan d'hier, une hausse de 75 BP, on sait que ça va continuer, l'avantage c'est qu'au moins cette fois on a une feuille de route, mais vu qu'ils se sont gourés l'année passée, je peux vous dire que moi je vais checker point par point pour voir s'ils respectent ce qu'ils ont dit hier soir, parce que si ça change, on va être obligé de tirer à boulet rouge dessus, hein. En tous les cas, pour l'instant, c'est clair au niveau de la Fed. Quand on voit les commentaires à droite et à gauche, pour l'instant, on est encore un peu en phase d'analyse, mais tout le monde se dit « Waouh !» C'était quand même assez agressif, et c'est vrai qu'on a un petit peu l'impression que Monsieur Powell a surtout passé la soirée à nous aboyer dessus et à nous reprocher quasiment à nous, consommateurs ou investisseurs, la responsabilité de cette hausse de l'inflation. Donc autant il y a pendant pas mal d'années, depuis qu'il est là, d'ailleurs, Monsieur Powell a toujours été notre ami, mais là tout de suite, on a plutôt l'impression qu'il est en train de devenir un autre ennemi, et qu'il est en train de devenir très méchant et très fâché contre nous. Donc on a un tout petit peu peur à chaque fois qu'il parle. Et en Monsi, ça donne quoi? Voilà, en Monsi, c'est ça que je veux te dire. Regarde à Monsi. En Monsi, on fait des bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas. Donc le DXY est bearish en Monsi. La structure est bearish, ne pas l'oublier. La fractalité du marché nous dit que le dollar index, par rapport aux autres monnaies, est bearish. Ouais, c'est pas vrai, c'est bullish. Regarde, ça fait commenter. Oui, c'est bullish depuis des mois, là. Ok? Mais sur le long terme, c'est bearish. Donc ce que je veux te dire, c'est que là on arrive sur c'est ça que je te disais, on arrive sur ce niveau de résistance, entre guillemets, j'aime pas le terme, on arrive dans une supply zone ici, là, et là c'est une zone où on risque d'avoir cette fameuse tac, chasse à la liquidité, ça va acheter, et boum, la grosse purge. Donc c'est surtout pas, alors peut-être qu'on va casser, qu'on va inverser la pattern à Monsi, et on va avoir ce changement de paradigme. Mais autant dire que si on casse ici le dollar index, socialement, nos monnaies, tout ça, il y a tout qui explose. D'accord ? Maintenant, voilà où on en est un petit peu sur Bitcoin. On va faire une petite analyse long terme, comment ça se passe. Alors, on est sur des supports Monthly, mais on est bien avancé sur ces supports Monthly. On est dans la mèche, on est dans la zone où monsieur qui achète ça voudrait en théorie acheter. Cependant, on est bien en train de s'installer ici, et comme je disais hier dans l'espace investisseur, si on clôture la monthly
sous les 20 000, ça pue du cul grave. Parce que même si oui, il y a beaucoup plus de short que de long, même si oui, on est sur des supports long terme, et qu'il y a des raisons de penser que on pourrait remonter parce que c'est l'emplacement idéal pour acheter. Comme on constate souvent d'expérience, c'est que le price action a raison. Ça veut dire que le price action est actuellement ultra dégueulasse. Voilà. Donc là, on est clairement en train de confirmer qu'on va vers le bas avec la première résistance significative long terme, ça va être 20 000. Le sentiment reste majoritairement bullish dans le sens où, quand je vous montrais ça, les gens sont bullish sur l'euro, sont bullish sur NZD, donc tout ce qui est contre le dollar, les gens sont bullish. Pourtant, c'est le dollar qui est bullish et pas l'inverse. Et les gens sont bullish sur le pétrole, alors que le pétrole a fait un sacré M-top. Sont bullish sur le silver et l'or, alors que les charts sont dégueulasses. Sont bullish sur le S&P 500, le Nasdaq, le DAX et le CAC 40, et les charts sont dégueulasses. Donc actuellement, la majorité est bullish là où il ne faut pas être bullish. Donc c'est ce qui fait qu'on est dans le consensus où les gens sont haussiers sur ce qu'il ne faut pas, où il ne faut pas l'être. Donc sur les assets à risque et la valeur refuge qui est le dollar, les gens sont bearish contre lui, donc c'est pour ça que le dollar continue de monter, ça on en avait parlé déjà aussi il y a 1 ou 2 semaines, et du coup on avait expliqué que ça pouvait continuer d'être le cas. Pourquoi ? Parce que les gens sont bearish contre le dollar, pourtant c'est le dollar qui est bullish, tout simplement. Et donc c'est ce qui fait que ça peut expliquer que les gens soient aussi peut-être bullish sur les cryptos, parce que les cryptos sont très corrélés aux autres assets à risque, et que ce sont des assets à risque, et du coup c'est ce qui fait qu'on pourrait aller chercher cette liquidité qui nous attend plus bas. Et du coup, liquider un paquet de gens sur les contrats dérivés, parce que c'est vrai qu'on a beaucoup de gens à liquider sur ces contrats dérivés. Et ça jusqu'aux 16 000, 15 000 $ environ. Sur d'autres exchanges, ça peut aller jusqu'à 13 000, 13 800. Sur Binance FTX, d'ailleurs, où il y a beaucoup de liquidations vers les 13 000, 14 000 $. Je dis pas qu'on va y aller, bien évidemment. Je dis juste que si le range ici ne tient pas, c'est les objectifs réalistes qu'on peut trouver. Niveau ETH BTC, c'est intéressant quand même, puisque on avait cassé cette résistance, on a tenté un nouveau sommet mais on a raté, et on vient se reposer sur la résistance qui fait office maintenant de support, un support qui est plutôt glissant, puisqu'on pourrait très bien tranquillement glisser la pente jusqu'à un support qui serait du coup plutôt vers là, qui a servi ici de liquidation, donc les 59 000 sats ici. Voilà, donc ça c'est un point à garder en tête quand même. Donc pensez bien à ça, parce que là dessous, si on descend, on a quand même un petit creux dans la value, donc on pourrait TP assez facilement et du coup gagner en dominance sur Bitcoin par rapport à ETH. Normalement ça arrive lors de dump, bon pourquoi pas lors de pump aussi, ça serait plutôt agréable. Comme on l'a dit, de toute façon, là, pour l'investissement, c'est une des meilleures opportunités d'une vie. Pour les investisseurs qui ont de la liquidité, ouais. Non, mais tu fais bien de le dire. Hein. Tu fais bien de le dire parce que sinon, on dit que c'est l'opportunité d'une vie. Non, mais c'est pas ça, mais c'est que c'est important de le préciser. On dit que c'est l'opportunité d'une vie d'acheter aujourd'hui. Mais enfin, si le marché, demain, Bitcoin tombe à 6 000, il y a un paquet de gens qui ont investi aujourd'hui qui vont se bouffer les couilles. Comme ceux qui ont investi à 50 et qui aujourd'hui voient le BTC à 18. C'est normal. Maintenant, si vous pensez vraiment qu'un jour, et c'est les convictions qu'on a, c'est une fois de plus. C'est pour ça que faire du DCA sur des petits cryptos, croyez-moi que si tout se pète la gueule, votre DCA, vous pourrez vous jongler avec. Hein. Ouais, donc le mec qui fait du DCA sur Bitcoin aujourd'hui, moi, il n'y a pas de souci, c'est ce que je fais. Maintenant, il faut être conscient que si Bitcoin il tape les 6 000 $, je dis une connerie, hein, je force le trait, mais il tape les 6 000 $. Faut avoir l'air insolide. Clairement, t'as intérêt à avoir du cash qui te reste, parce que et à croire profondément au projet, parce que quand il va toucher les 6 000, tu vas pas te demander si Bitcoin va disparaître. Ouais. Moi, j'investis dans BTC parce que j'y crois et je pense qu'à terme, il sera toujours là. Oui. Et donc, même si demain il tombait à 8 ou 10 000 ou quoi au caisse, je verrais ça comme une opportunité, mais faut être conscient que si ça dure 3 ans, on va tous en chier pendant 3 piges et que vraiment, va falloir avoir les reins solides financièrement. La personne moyenne qui aura du mal rien qu'à payer sa facture de gaz ou d'électricité en fin d'année, elle aura beau se dire je suis en bear market, faut que j'investisse sur les marchés. S'il a pas assez déjà pour payer sa facture d'électricité, il aura d'autres priorités. Il y a des gens aujourd'hui, si ils perdent ou qui sont déjà en perte pour la majorité, ça peut vraiment les dégoûter du marché et sortir véritablement. Ouais. Alors peut-être pas sur Bitcoin, et je pense que Bitcoin, en partie, c'est lui qui va maintenir un peu la barque, même s'il va prendre cher, imaginons. Une fois de plus, j'émets des suppositions, mais imagine tous les autres. Il y a plein de petits projets auxquels on croit aujourd'hui et qu'on a investi en 2021 et qui aujourd'hui déjà sont à moins 90. On l'a déjà dit, Bitcoin est là depuis 2009. Des Ethereum magiques
entre 2009 et avant la naissance de l'Ethereum, il y a eu des projets, ça va être le prochain, ça va être ci, ça va être mi, ça va être génial, vous allez voir, c'est le projet. Ils ont tous disparu entre-temps. Bitcoin est toujours là. C'est Ethereum. Non, mais il y aura sûrement et en plus, il y aura sûrement des projets qui vont tirer leur épingle du jeu. Tout à fait. Et va les trouver aujourd'hui et va être sûr que c'est cela. Enfin, des projets crypto, il y en a tout le tour du monde. Ouais. Va trouver le bon. Et en fait, le truc, de toute façon, les nouveaux investisseurs qui rentrent dans la crypto, qui sont euphoriques, malheureusement, il y a que l'expérience qui pourra leur apprendre cette leçon-là. Tu auras beau leur dire, faites gaffe, les gars, ça reste d'autres coins qui ne sont pas Bitcoin. Votre projet, il est super intéressant. Nous-mêmes, on est investisseurs dessus. Mais rien ne nous dit qu'il sera là encore dans ne serait-ce que 6 mois, 1 an. Soyez-en conscients. Si tu peux nous montrer ce que ça donne sur le site web de quelqu'un, par exemple, si tu as un exemple sous la main, sait-on jamais. Un exemple sous la main, ouais, bien sûr, évidemment. Tac. Alors, je sais pas si j'ai intégré. Hop, voilà. Donc là, j'ai créé un petit WordPress en démo, juste pour vous montrer un petit peu. L'arrière-plan, c'est quoi Certis? C'est uniquement de copier-coller un code tout simplement sur son site. Et ensuite, directement, on a une marketplace de NFT qui s'affiche. Donc là, je peux voir directement le NFT. Je peux aller le mint directement depuis le site où j'ai intégré la technologie Certis. Donc ça, après, Certis propose plusieurs types de collections. En fait, on est venu au fait que, il y a 3 grands types de collections qui existent. Donc des collections simples qui vont permettre à tout le monde de pouvoir publier un NFT par un NFT, comme on peut voir sur Rarible, sur OpenSea, des collections random bulk qui vont permettre en fait de créer tout ce qui est celle-ci c'est une bulk, etc. Alors ça c'est une bulk. Ça va permettre pour nous en fait c'est vraiment une collection qui est dédiée au monde du retail d'aujourd'hui, qui va faire la transition du Web 2 au Web 3, de leur permettre de pouvoir publier une multitude d'NFT en même temps et de donner la possibilité à leurs utilisateurs de sélectionner quel NFT ils veulent minter. Et la complexité là-dessus, ça a été en fait d'intégrer tout ce qui est paiement, un prix différent sur chacun des NFT de façon décentralisée. Et en gros, aujourd'hui, Certis a cette technologie-là et permet en fait de dire voilà, ce t-shirt-là va valoir tant et cet autre t-shirt. C'est hyper simple, hein. Tu rentres un tableur, tac, ça le met dedans, c'est incroyable. Et alors en fait, la connexion wallet, elle est sur cet outil-là. T'as pas besoin d'avoir un site web avec une connexion wallet, c'est directement sur le produit. Exactement, il y a même la possibilité d'intégrer le wallet directement. Donc là, je suis pas connecté. On va juste rafraîchir la page pour que je vous montre un petit peu en détail. Donc là, je suis pas connecté sur le site. J'ai juste à cliquer sur Connect. On supporte Wallet Connect, Coinbase Wallet, MetaMask. On est en train d'intégrer d'autres wallets. Donc voilà, là, je me connecte directement avec mon MetaMask. Hop, oui, ça affiche. Hop, ça c'est directement connecté parce que j'étais déjà connecté. Donc là, on peut voir mon adresse. Donc je possède cet NFT par exemple. Donc en plus d'être un outil qui va permettre de share du mint, ça va aussi permettre de revendre en fait ces NFT. C'est-à-dire que là, j'ai plus besoin d'aller sur OpenSea pour aller revendre mon NFT. Donc je vais directement sur mon NFT, sur le site où j'ai acheté le NFT. En l'occurrence, là, c'est sur Avalanche. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que Certis n'est pas que sur Avalanche, c'est sur Ethereum, Polygon, BNB aussi. On a pour vocation d'être sur toutes les blockchains, parce que pour nous, il n'y a pas une blockchain plus qu'une autre. Bon, moi, pour ma vision un petit peu de la blockchain, c'est une banque. Il n'y a pas qu'une banque qui existe, il y en a plusieurs. Il y a des apps crypto qui demandent si vous aurez aussi Phantom comme wallet, mais c'est prévu tout en fait. Alors Phantom, c'est Solana et Phantom Solana arrive, c'est dans la roadmap. Il y a Solana et Elrond. Les élections. En 2022, on était à 28% d'abstention aux élections présidentielles. Il y a sûrement des raisons politiques à ça, mais c'est sûr et certain qu'il y a aussi une autre raison, c'est l'obligation de devoir se déplacer absolument dans sa mairie pour aller voter. Surtout que le système de vote, il est quand même bien archaïque, il prend beaucoup de temps, il y a beaucoup d'inconvénients, enfin, c'est quand même la galère. Les blockchains et les NFT seraient parfaits pour les élections aussi. Le NFT, il pourrait permettre de fournir une preuve d'identité numérique. Chaque candidat a son adresse à qui les habitants enverraient un token sur la blockchain. Ça pourrait permettre de réduire les tricheries, les fraudes électorales, et les NFT serviront de registre officiel pour ceux qui ont voté. Bon après, je suis bien conscient que cet exemple est utopique et que ça arrivera pas avant des années s'il arrive un jour. Mais quand même, en fait, je trouve que c'est intéressant de pousser jusqu'à l'utopie et se demander quel est l'horizon et quel est le potentiel des NFT si on imagine toutes les possibilités. Et en fait,
on se rend compte que les possibilités, elles sont énormes. Je vais pas vous dire qu'elles sont infinies, mais il y a vraiment des dizaines, voire des centaines de problématiques qui sont résolues par cette nouvelle technologie que sont les NFT, qui est arrivée il y a quelques temps. Et je pense que vraiment, genre, de 2000 à 2010, c'était plutôt Internet. De 2010 à 2020, on a eu l'émergence de la blockchain. Et il y a vraiment moyen que de 2020 à 2030, la grosse technologie de la décennie, ça soit les NFT en fait. Alors, ce zap t'a plu ? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le Zap Crypto de la veille.